Continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Est-ce que vous avez entendu parler des auberges de jeunesse? Voilà, bon, il s'est occupé d'auberges de jeunesse aussi. Il a même été, vous le verrez, secrétaire national des auberges de jeunesse. Donc, quand la guerre, après, les administratifs sont partis et lui, il est resté à Paris. Et là, il a aidé beaucoup de gens. Il a caché des militaires qui n'étaient pas, qui ne voulaient pas rentrer chez eux ou se faire emprisonner. Il a caché des juifs. Enfin voilà, il a caché beaucoup de choses. Et puis il a continué, il est rentré donc officiellement dans la résistance, c'est-à-dire qu'il a fait partie du BSR. Il a été aussi bombardé à la Palisse. Les Allemands, pour empêcher les débarquements, avaient construit tout le long de l'Atlantique, faisaient construire par les prisonniers, hein, bien sûr, pas par eux, des blocos. Voilà, qu'on trouve d'ailleurs encore quelques traces. Alain est débrouillard, il connaît la campagne, il connaît tous les recoins, parce que son père l'envoie souvent dans les fermes. Son père fait également le commerce de semences de grains, semences de blé, etc. Et Alain va donc apporter les semences, ou alors il va aussi chercher des commandes. Donc il connaît vraiment tout le secteur. Un beau jour, après un match de football, un ancien sous-officier de la marine, demande à rencontrer Alain Bodivit. Alain Bodivit jouait au football, c'était ce jeune débrouillard dont je vous ai parlé. Regarde-moi, t'es mort. Crie, hurle, t'es mort. Parle de cette conversation à qui que ce soit d'autre, t'es mort. C'est bien compris? Oui. Bien. J'ai cru comprendre que tu voulais foutre ces sales boches dehors. Je suis dans le vrai? Oui. Alors, ça te dirait de les foutre dehors? Vous voulez dire buter ce sale boche? Toi, te battre? Mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que vous attendez de moi alors? Tu seras l'informateur. Ton laissez-passer. Il n'y a pas de servir qu'à vendre des graines. Alors demain, tu iras chercher tes instructions. Dans l'arbre creux sur le chemin du Chloré. C'est compris? D'accord. Non, dégage. Voilà, on rentre en résistance. Mais on lui précise bien, quand il rentre en résistance, qu'il fera partie d'un groupe de 10 personnes, que dans ce groupe, ils ne devront avoir aucun lien avec d'autres groupes, et que s'ils risquent de mettre en péril la vie de leurs camarades, en parlant trop par exemple, ou autre, eh bien ils seront immédiatement exécutés sur le champ pour ne pas compromettre le réseau. Alors, quel était le rôle de cette résistance? Alors, quand on parle de la résistance, on a parfois tendance à imaginer que ce sont des faits d'armes spectaculaires, des héros, hein, ayant le côté un peu cow-boy. Hein. Il y a eu quelques cas, mais la résistance, ce sont aussi souvent des gestes très simples. Donc, il fallait des gens capables de donner des renseignements sans être suspectés. Alors, Alain Bodivit, par exemple, il nous en a eu montré. Il allait avec un petit calque sur une carte Michelin. Vous savez, il y avait déjà des cartes Michelin. Il calquait un secteur, crayon, papier transparent, et en allant à la limite, il réussissait à avoir des renseignements sur telle chose. Il indiquait tout ça sur sa carte, petit papier, et puis ces petits papiers, il partait à Londres. Il y a eu des milliers d'initiatives de ce genre-là, des choses très simples. Alors la résistance, c'est plein de petits... C'est pas des actes, un acte précis, c'est plein de petits actes. Plein de renseignements, comment savoir, par exemple... je vous ai expliqué les officiers, les choses qui étaient là, ou alors les renseignements pour donner des coordonnées.
Eliane Ronel, quand après a pris le nom de son mari, Eliane Berthomé, elle était née en 21 ou en 22, faut que je revérifie. Bon, elle était aux auberges de jeunesse. Hein. Elle a travaillé assez jeune et donc elle a cette expérience de partir visiter l'Allemagne en 39, en 38. Et elle visite l'Allemagne, notamment à vélo, hein, et elle est effrayée par ce qu'elle voit en Allemagne, à l'invasion allemande. Elle se dit que c'est pas possible que les murs de Quimper soient recouverts d'affiches à la gloire des nazis. Et parce que son grand-père lui a acheté, qui était imprimeur, lui a acheté une petite machine à faire des affichettes. Alors, je sais pas quel type de machine. Elle va coller sur les affiches allemandes des affiches Prenons la résistance. On préfère vite. Ouais. T'as vu qu'il y avait des résistants qui se sont fait arrêter dans une auberge de jeunesse à Paris? Ouais, j'ai entendu la rumeur. On devrait se dépêcher. Pas facile. Je serai rapide. Et ils vont faire un week-end hein, où ils travaillent, enfin bon, parce que là on a des comptes rendus écrits hein, de ce qu'ils ont fait, où ils travaillent par groupe, où ils ont des discussions. Il y en a qui travaillent sur comment résister aux Allemands dans l'entreprise, d'autres comment on travaille, comment on fait pour le travail en direction des Allemands, etc. Et il y a 35 personnes qui sont réunies. Alors bon, d'un point de vue sécurité, on n'en revient pas, mais c'est vraiment le fait, et c'est aussi une singularité de ce réseau c'est de considérer qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas des personnes qui sont là pour obéir. Et ça a un écho énorme sur les jeunes. On est là pour choisir la résistance qu'on fera. Bon, écoutez-moi bien tous les deux. Tout ce qui sera dit pendant cet entretien doit rester entre nous. Parce que sinon ça reviendrait à mettre votre vie en jeu. On se passera de votre chantage. De ce chantage? Et de ce chantage dépend de la vie de beaucoup de gens. J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu vos actions. Vous voulez pas en faire plus? Qu'est-ce que vous entendez par là? Répondre à l'appel du général. Jamais. Nous nous battons pour la liberté, pas pour un autre dirigeant totalitaire. Mais vous entendez parler? Tu ne penses pas qu'elle a raison? Non, je pense pas. On peut pas s'allier avec des gens comme ça. On peut pas s'allier avec l'armée. Mais si on veut lutter contre les nazis, on se doit de faire plus. Oui, mais pas avec lui. Pas de cette façon. On doit mettre en avant notre liberté, notre façon de penser. On n'est pas pour la France. Mais si jamais tout le monde reste dans son coin, on n'y arrivera jamais. Il nous faut nous unir. On doit faire des sacrifices. Mais pas s'unir avec cette idéologie, pas de cette manière. T'as raison. Mais on devrait quand même faire plus. D'accord. En mars 43, il y a 5 personnes de Nantes, dont 2 qui sont potentiellement recherchées pour avoir échappé au service du travail obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on appelle, qui décident de partir pour Brest, mais pas pour uniquement échapper au service du travail obligatoire, pour commencer un travail en direction des soldats allemands. Alors pourquoi ils le font à Brest? Parce que contrairement aux autres villes, du fait de l'arsenal, les autorités militaires ne font pas tourner leurs militaires tous les 6 mois. En principe, les autorités allemandes avaient décidé que tous les 6 mois, un soldat allemand ne restait que 6 mois dans la même ville, de façon à ce qu'il n'y ait pas des liens qui se créent avec la population française. Mais à Brest, ils ont besoin de gens qui ont une connaissance technique pour faire fonctionner la base navale. Alors, ils ont d'abord du personnel civil, mais ils ont aussi beaucoup de militaires. Et donc, ils décident de les laisser sur place. Mais évidemment, des personnes qui vont rester 1 an et demi, 2 ans, etc. Bon, la vie fait qu'on se rend compte, qu'on discute, etc. Hein. Et bon, ça, c'est ce qui va amener donc ce petit groupe à dire on peut peut-être travailler sur Brest. Ils vont réussir à ce que les Allemands, à ce que
on ne sait pas exactement le nombre, entre 12 et 15 Allemands, constituent un groupe spécifique anti-nazi et sortent leur propre journal anti-nazi en allemand. Hitler tat nicht gut finden Deutschland. Ja, wie Vorteil. Was soll ich beschreiben? Voilà, soll nicht schieben, noch so freiten. Beselt darauf, dass mein dieser Krieg nach außen Bien Européen scheidet. Il faut qu'on en appelle à la résistance, qu'on leur donne de l'espoir. Es ist ein untere Pazifist. Et évidemment, dès qu'il y a un premier numéro qui circule, on imagine facilement que la police politique allemande est sur les dents. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on va arriver en octobre 1943 avec une arrestation massive et sauvage qui va toucher tout d'abord les Allemands eux-mêmes et une partie du groupe des Français. Jean Crouin, mais déjà c'était mon grand-père, c'est pas n'importe qui pour moi. C'est un personnage qui est né en 1906 et mort en 1985, qui a été maire de Quéménévin de 1935 à 1971, qui a été président du Conseil général de 51 jusqu'à 64, et qui a été député à plusieurs reprises en 36, 40, et ensuite dans les années 50, début des années 60. Et puis en tant que maire, dès le départ, à l'époque les cartes d'identité, etc., tous les papiers sont faits en mairie. Donc il va aider beaucoup de soldats français, notamment des tirailleurs, à avoir des faux papiers, ou à leur trouver une ferme, un endroit où se cacher, quoi. Donc je m'appelle Lucienne Lerman, épouse Naillet, et je suis née le 4 août 41. Le visage que vous découvrez est celui de mon père, Michel Lerman, donc c'est lui. Que jamais je n'ai pu appeler papa. Papa au visage si généreux, papa dont je ne connais qu'à travers des chiffres, des dates et des lieux. 15 mai 41, un billet vert le convoque dans un gymnase parisien pour un contrôle de papier. Pendant ce temps, ma mère enceinte et ma sœur de 8 ans se promènent. À leur retour, une personne l'avertit de ne pas pénétrer dans son appartement. À partir de cet instant, c'est une vie cachée en permanence durant 4 ans. Le silence doit régner car on pourrait nous dénoncer. Quelle vie peut-on avoir sans parler, sans pleurer, sans jouer, et avec la peur permanente, une enfance brisée et une blessure qui ne se cicatrise jamais. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, oui. On m'a dit de venir vous voir. Ah, vous êtes les 2 réfugiés de Paris. Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolé, c'est pas contre vous, voilà. Je vous en prie, monsieur. On est désespérés. Oui, mais vous comprenez, les temps sont durs et si jamais la police voilà, vous trouve, en fait, c'est ma famille qui... Mais où est-ce qu'on peut aller ? Je sais pas, au bout du village, il y a une ferme un peu isolée, Tentez quelque chose. Je suis vraiment désolé, hein. Je vous souhaite bonne chance, enfin, je suis désolé, désolé. Ah bonjour. Alors c'est bon, vous avez trouvé? Il n'y a pas moyen. Il n'y a personne? Personne. Vous pouvez pas rester là, enfin si la police vous trouve... Je sais bien. Bon écoutez, venez chez moi, je vais vous accueillir. Oh, monsieur le maire, merci. Allez, venez. Et il nous trouve un petit espace, ma mère et moi. Et donc c'est ce que je dis dans le récit. Il fallait pas qu'on fasse de bruit, parce que y a des gens qui pouvaient se balader, et sachant que ce petit appartement était inhabité, aurait pu nous dénoncer
et dire que bah, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc pendant maintenant 4 ans, on est resté caché, on ne pouvait pas sortir. Ma mère m'a nourri au sein, et il a fallu aussi des gens courageux qui, sur leur ticket de rationnement, nous donnent de la nourriture et qu'un curé nous apporte à manger, quoi. Ils vont se faire pincer. Il y a de la trahison dans ce réseau, comme c'est souvent le cas, hein, la résistance, il y a des infiltrations. Et finalement, le réseau est démantelé, ça remonte jusqu'à lui. Donc, mais alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, au départ, il est arrêté dans son jardin par la Gestapo, et quelqu'un lui dit, vient le voir en disant, Monsieur Coron, vous ne pouvez pas rester là, je pense que vous allez être arrêté demain. Monsieur, les gendarmes arrivent. Cette fois-ci, c'est pour vous. Ouais, je sais. Venez avec moi, il est encore temps de fuir. Non, j'attends. Je préfère profiter une dernière fois de cette vue. Mais pourquoi vous abandonnez comme ça? Non, j'abandonne pas, Seulement, je fuis pas, j'attends. C'est la meilleure chose à faire. Mais pourquoi? Quelque chose que tu comprends pas. Si je fuis, c'est à ma famille qu'ils s'en prendront. C'est ma famille qui sera victime de représailles. Donc j'attends. Vous vous sacrifiez pour votre famille? J'ai fait des choix, j'ai pris mes responsabilités, c'est à moi d'en payer les conséquences, pas à ma famille. Donc j'attends. Je les attends. Va avant qu'ils n'arrivent. Va. Prends soin de toi. Bonne chance, monsieur. Merci.